Il y a de ces tabous qui perdurent et dont la société n'arrive pas à se libérer. La fausse couche en fait partie. Pas assez d'éducation sur le sujet, beaucoup de culpabilisation, un accompagnement restreint peuvent rendre cette épreuve encore plus difficile pour les couples qui la subissent. Dans Ex Utero, le podcast signé l'essentiel par Massif, la parole est donnée à des femmes et à leurs partenaires qui nous racontent comment ils ont vécu ces 9 mois. Pour Élodie et Rémi, la fausse couche a été un moment très douloureux qu'ils ont surmonté grâce à une certaine prise de conscience. Je repoussais un peu l'idée d'un bébé parce qu'il y avait une pression sociale et également la pression du prince charmant que je n'avais pas trouvé jusqu'à présent. Du coup, je me concentrais sur le boulot. Et j'ai rencontré Rémi. Alors, c'est quelque chose qui ne s'est pas fait par rapport au bébé. On n'en a pas parlé tout de suite parce que Rémi est plus jeune que moi. Donc, on a 4 ans d'écart, ce qui joue aussi parfois chez certaines personnes. Et Rémi était aussi à fond dans son boulot. Il avait une petite trentaine. Il voulait profiter. Il disait, moi, j'aurai un enfant à 40 ans. Et moi, j'avais dit, si toi et moi, on a quelque chose à vivre ensemble, ça va pas être possible parce que 40 ans, moi, j'en aurai 45. En gros, j'avais dit qu'avant 40 ans, je souhaitais avoir un enfant. J'ai vu mon gynécologue pour voir si tout allait bien. Il m'a dit, tout va bien. Dans 6 mois, s'il n'y a pas de bébé, on se revoit. Et 1 mois plus tard, je suis tombée enceinte. Rémi était hyper content, hyper heureux. Et moi, je l'étais, mais j'étais sur la réserve. Pas par rapport à une peur que le bébé tienne pas ou je sais pas, j'ai ressenti quelque chose, je me suis dit il y a quelque chose qui, je sais pas, quelque chose qui cloche. Donc j'appelle mon gynécologue qui était adorable et qui m'a dit on se voit tout de suite. Mes taux étaient très bas dès le départ en fait, mes taux de grossesse, là, l'hormone de grossesse. Donc il m'a fait faire des prises de sang tous les 48 heures dès le départ en fait. Donc il a suivi pendant 1 semaine, voire un peu plus, 15 jours. On s'est vus, il m'a dit bon, là je vois rien, clairement il y a rien. Mais c'est peut-être un peu trop tôt. Donc Rémi restait confiant, moi je restais sur la réserve. Et du coup à partir de là il m'a suivi tous les 48 heures parce qu'il avait peur, il suspectait peut-être une grossesse extra-utérine. À partir du moment où on a quand même de l'hormone de grossesse en soi qui est donc visible sur une sérologie, il faut suivre la personne parce que, et c'est ce qui est déjà arrivé à des amis, il y a potentiellement quelque chose qui peut être grave. Il me revoit pour me dire ça sent pas bon. Il y a une poche, mais il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose dedans. Donc là, on sort de là avec Rémi, je fonds en larmes, il fond en larmes. Je crois que c'est la première fois que je le vois pleurer et se dire... Il s'est fermé en fait assez rapidement, il était vraiment hyper déçu. Chose à laquelle je m'attendais pas tant que ça. On a attendu, on nous a demandé de patienter encore 1 semaine, tout en surveillant. Ne pas trop bouger, pas trop s'éloigner trop de la maison, d'un hôpital, si jamais il y avait quoi que ce soit. Continuer les prises de sang. Et jusqu'au 2 janvier, donc du coup on était le 3 janvier 2019, où il me dit, il y a un cœur. Et il bat. On oublie tout le reste, et maintenant on suit son cœur. Comme tout le monde le sait, la majorité des gens, on attend 3 mois par peur, en effet, d'une fausse couche, qui est de toute façon une réalité. Il y a les 12 semaines où, en effet, un fœtus peut, en effet, ne pas tenir de manière naturelle. On nous donne rendez-vous le 10 janvier suivant, ou le 15, je ne sais plus. On va laisser le fœtus évoluer et on va voir. Une attente pour moi qui était vraiment terrible, que j'ai pas bien vécue du tout. Et la sentence, elle est forcément tombée le 15 janvier, où on arrive. Rémi, toujours optimiste. Et moi, je sais pas. Il y a quelque chose. Et on rentre, et le cœur s'est arrêté de battre quelques jours auparavant. Donc, difficile, parce que c'est vrai qu'entendre un cœur, c'est particulier quand on n'a jamais vécu ça. Et quelqu'un qui vous dit « le cœur s'est arrêté de battre », c'est aussi une phrase que je trouve très forte. En fait, j'avais déjà entendu parler des fausses couches, mais c'est toujours pareil, c'est quand ça nous arrive à soi qu'on prend la mesure des choses et de tout ce qu'il y a tout autour. Et là, tout va très vite parce que je suis à plus de... Il ne sait pas trop encore le mesurer, entre 8 et 10 semaines d'aménorrhée, mais il faut l'enlever. Et il faut passer par une intervention chirurgicale.
pas le temps de digérer l'information. Il faut se rendre dès le lendemain à l'hôpital, faire le protocole. Je me retrouve dans un hôpital le lendemain aux urgences pédiatriques, entourée de femmes enceintes qui étaient au bord de l'accouchement, toute seule, parce que ça se passe un jeudi après-midi et je me retrouve le vendredi matin à 7h à l'hôpital. Donc entre les deux, il y a un silence, il y a chacun de nous deux qui appelle ses parents. On est sonné et comme on est deux introvertis, on n'est pas dans des échanges, on ne met pas des mots à ce moment-là. Moi, je suis dans une tristesse profonde. Rémi, j'arrive pas et je ne sais pas encore véritablement, et je le comprendrai bien après, enfin il le dira après d'ailleurs, je ne sais pas exactement quelle émotion il a en lui, et au final la colère qu'il a en lui, je la vois pas. Donc je décide en effet d'aller à l'hôpital pour le premier examen seul. Très dur du coup d'être entourée dans une salle d'attente avec que des femmes enceintes qui sont avec leur mari en train de dire c'est bon, ça y est, ça arrive, c'est génial. Et quand on n'a jamais eu d'enfant, je me dis ça se trouve ça m'arriverait jamais et je suis là entourée de toutes ces femmes qui vont avoir un bébé et moi j'ai rien, moi j'ai plus rien. Et j'attends 1 heure, 2 heures. Je tombe sur une équipe extraordinaire d'internes, un étudiant et une interne qui ont été d'une douceur vraiment infinie, qui m'ont donc refait l'examen. J'ai pas voulu regarder, clairement, cette fois-ci. J'ai tourné la tête. Je leur ai dit, voilà, vous faites ce que vous avez à faire. Vous validez bien qu'il y a plus, que son cœur ne bat plus, mais je veux pas l'entendre et je veux pas le regarder, en fait. Et donc, c'était un vendredi. Elles m'ont dit, OK, on vous trouve une place le plus rapidement possible, qui était donc le mardi suivant. Pour, du coup, cette intervention chirurgicale que j'ai souhaitée en local, parce que je souhaitais être pleinement consciente et pouvoir m'assurer de la bienveillance aussi des praticiens et je voulais le vivre. Alors après, c'est un choix. Je voulais le vivre pleinement et voilà, j'étais en accord avec ça. J'avais écrit sur une feuille la veille au soir tout ce que je ressentais. J'avais besoin que ça sorte aussi par rapport à, en effet, la société, les remarques que j'ai eues. Oh, bah de toute façon, c'est pas grave, il y en aura d'autres. Ou, de toute façon, si ça avait marché, ça aurait été un bébé d'hiver. Alors, un bébé d'hiver, bon, c'est nul. C'est nul, ça tombe toujours malade. Donc, c'est pas grave. C'est pas grave, un bébé d'hiver, c'est pas cool. Et en même temps, franchement, moi, à ta place, parce que je l'avais dit à mes amis, à ta place, je le vivrais hyper mal. Mais t'as pas peur, du coup, pour la suite ? Bah si, j'ai peur pour la suite. Je découvre ce monde-là de la fausse couche, du fait que ce soit aussi quelque chose de naturel. Je me rends compte que c'est tabou, puisque le peu de fois où j'ai dit que j'avais fait une fausse couche, j'avais l'impression qu'en effet, toute ma famille était décédée déjà de 1 et que ma vie était finie. Donc ça faisait déjà beaucoup. Le mot fausse couche, on a l'impression qu'on dit le mot diable, alors que c'est quelque chose qui arrive à beaucoup de femmes et qui du coup ne le disent pas et qui vivent ça dans une douleur intense parce que ça cause aussi des déprimes puisque derrière j'ai quand même pas été très bien après la fausse couche. J'ai pas réalisé tout de suite. Tout s'est passé très vite, il y a eu l'intervention, je suis rentrée à la maison et il y a eu 15 jours de... Il n'y a plus rien. Là, il y a vraiment le néant, le vide et du coup plus d'échange avec mon conjoint. Là, en effet, je me rends compte que il y a quelque chose qui s'est passé, qu'on n'arrive pas à recommuniquer, que je ne comprends absolument pas. Donc il y a vraiment un avant et un après où je me retrouve, où je me sens seule en tant que femme. Je me sens vraiment blessée dans ma féminité parce que oui, je me dis peut-être que j'arriverai jamais, peut-être que mon corps n'est pas fait pour avoir un enfant parce que c'est évident qu'après une fausse couche, on ne peut pas ne pas se poser ces questions-là. Est-ce que je suis faite pour avoir un enfant ? Est-ce que c'était pas un signe ou pas ? Ou est-ce que j'ai un problème et qu'on l'a pas vu véritablement ? Du coup, on part quand même seul avec soi-même, des journées, des nuits entières, à réfléchir à pourquoi ça m'est arrivé à moi. On culpabilise énormément en tant que femme de ne pas avoir réussi à garder un enfant. Il y a une vraie culpabilité dans notre fonction peut-être primaire, inconsciente, de notre éducation également peut-être, la société. Nous sommes faites pour faire des enfants, pour en avoir. Alors, on ne nous pose bien évidemment pas la question est-ce qu'on en veut, est-ce qu'on n'en veut pas. Là, la question était que j'en voulais un, bien évidemment, mais j'ai échoué quelque part. Mon corps n'a pas été au bout de quelque chose qui est, selon la société, quelque chose de complètement fluide,
et simple. Ça, pour moi, ça a été hyper violent. Et puis j'avais mal. Pour le coup, j'avais mal. Un curetage, c'est pas rien. Rémi, ça a été très difficile pendant 1 mois. À partir de ce moment-là, il y a eu une scission que j'ai ressentie en fait rapidement, mais j'arrivais pas à mettre des mots dessus et j'étais tellement triste. Et là, il s'est mis dans le boulot à fond. À fond, à fond. Il avait beaucoup de travail et donc du coup, je voyais qu'il me fuyait. Et je ne comprenais pas, là où moi, j'avais besoin de lui, j'avais besoin de sa tendresse, j'avais besoin de remonter la pente avec lui. Et j'étais donc terrorisée à l'idée de ne pas avoir d'enfant. Je ne sais plus comment on en arrive là. Je lui propose de voir une personne qui aidait les couples à se reconnecter après un événement douloureux comme celui-ci. Et c'est là qu'elle me demande comment j'ai vécu la chose. Et de mémoire, je l'entends dire, lui, à son tour, qu'il a vécu ça comme un échec de ma part et que je n'avais pas assuré ma mission. Et donc là, les bras m'en tombent. Je le vis très mal. En toute transparence, je le vis hyper mal. C'est quelque chose qui m'a profondément blessée. Il l'a su après, enfin il s'en est rendu compte après de tout ça. Hein. Est-ce qu'on en a forcément parlé après, mais assurer ma mission de femme. Donc ça veut bien dire aussi qu'il est très ancré dans ce que la société aussi ancre en chacun de nous, qu'en tant que femme, on a une mission. Et que là, moi, j'ai pas assuré ma mission de femme. Donc la notion d'échec, je me la prends en pleine figure. Ça joue évidemment énormément sur nous. On n'arrive pas véritablement à se parler par la suite, mais je comprends. Je comprends un peu la violence de sa distance. Puis on a fini par en parler et oui, je t'en ai voulu. Je t'en ai voulu parce que c'était une super nouvelle, parce que j'étais triste et que je t'en voulais d'avoir raté ça. J'ai essayé à ce moment-là de lui faire comprendre. Je dis là, c'est un mix de tout, on ne saura pas exactement où est-ce que et qu'est-ce qui a fait que. Je dis mais je n'y suis pour rien en fait. Je n'y suis pour rien, mais la femme porte ça en elle et je trouve ça hyper dur ce que tu me renvoies parce que moi en tant que femme, je porte un truc que quelque part j'ai pas à porter. On porte l'enfant, oui, mais on porte pas forcément l'échec ou la réussite. Je suis pas décisionnaire de ça en fait et je suis aussi terriblement peinée parce que c'est mon corps justement et que j'en suis terrorisée à l'idée moi de pas pouvoir peut-être avoir un autre enfant. Enfin, je lui ai dit que c'était très violent pour moi d'entendre ça et que pour la continuité de notre couple non plus, c'est pas quelque chose que je pouvais entendre. Qu'une vie, ça se faisait pas comme ça et qu'on pouvait pas tout mettre sur le dos de l'autre d'une manière générale en fait et que c'était déjà terrible ce type d'intervention. Je lui ai expliqué l'intervention. Je lui ai dit, tu sais ce que c'est que de se mettre nu sur une table avec des gens autour de toi, les jambes écartées, et on te dit qu'on va t'ôter quelque chose qu'il y a en toi. Je dis parce que bon, vous avez tous des idées préconçues sur la féminité, etc. Je dis mais concrètement, visuellement, mets-toi à ma place. Dis-toi que c'est toi qui es nu, qui a les jambes écartées, et on va insérer quelque chose en toi pour le retirer. Je dis est-ce que ça, à quelqu'un à un moment donné, se pose véritablement la question et m'a demandé comment j'allais. Je dis personne. Je dis ma famille, ma mère, oui. Je dis mais est-ce que tu m'as demandé comment j'allais véritablement? Parce que ça, c'est violent à vivre en fait, physiquement, dans sa nudité, dans sa pudeur, dans son humanité, c'est hyper difficile à vivre. Et là, il me dit non, en effet, je ne sais pas ce que c'est. Et je ne serai jamais dans ton corps. Et je ne saurais jamais en effet ce que c'est que de perdre un enfant et ni d'avoir ce type d'intervention. De cette conversation est forcément ressorti l'avortement qu'on avait vécu ensemble quelques années auparavant, où il n'était justement pas prêt à être père, pour qu'il comprenne que pour moi, en tant que femme, je le concevais parce que je respectais aussi son choix et que je voulais vraiment avancer avec lui et que notre relation était vraiment toute jeune et qu'il était aussi jeune et qu'il voulait prendre le temps et que ce soit une décision à deux. Et que là, on avait enfin cette décision à deux qui était du coup pour nous plus saine, pour construire une famille. Je lui ai fait comprendre que vivre ça une première fois et ensuite une deuxième fois, sans le vouloir pour le coup cette fois-ci, sans prendre la décision, c'était aussi difficile parce que ça me culpabilisait encore plus dans mes décisions de femme que j'avais prises auparavant pour le bien de notre couple.
et que vivre ça aujourd'hui encore avec lui, mais différemment puisque pas maîtrisé, c'était douloureux. Si on voulait construire ensemble, il fallait aussi qu'il m'aide à porter ce qui venait de nous arriver à nous deux et pas qu'à moi. J'ai posé la question à mon gynécologue en lui demandant si le fait que j'avais avorté par le passé avec Rémi pouvait avoir une incidence sur la fragilité de mon utérus. Il m'a dit absolument pas. Absolument pas. Une fausse couche n'est pas reliée à un avortement. On vous culpabilise, mais moi je vous culpabiliserai pas parce que c'est naturel et c'est normal. Reposez-vous, on va continuer et ensuite vous verrez, vous allez avoir un beau bébé. 4 mois après, je tombe enceinte. Et là, je le sens. Je dis c'est bon. Et on a aujourd'hui une merveilleuse petite fille de 15 mois dont on est red dingue et la grossesse s'est extrêmement bien passée. Fonder une famille, c'est même pas une envie en fait. C'est quelque chose qui s'inscrit dans une certaine continuité. T'es confronté à un moment où tu te dis bon bah voilà, on s'entend bien, tout se passe bien, je l'aime, on s'aime. Tout un tas de choses pragmatiques qui me permettent de dire que bon allez hop. C'est le moment et si on y allait quoi. Et puis bah à un moment ah bah tiens bah, je suis enceinte ah ok ah, bah, écoute c'est cool c'est merveilleux voilà c'est partagé voilà on est bien tous les deux et ben allons-y on est heureux c'est cool voilà donc bah fait la première écho et puis là on voit le petit bout de vie avec un petit cœur qui bat et on trouve ça fou quoi. Voilà, ça nous remplit d'une sensation qui est hyper singulière, qui est hyper inattendue parce que ça crée un espèce de c'est entre un grand vide et un grand bonheur, c'est assez curieux, puis on est heureux et puis on sort de là et puis on s'aime et puis on pleure et puis on est heureux, on trouve ça beau et puis, bah, après s'ensuit le deuxième rendez-vous. Alors là, le deuxième rendez-vous, c'est un peu moins bien passé que le premier, parce que là, le gynéco, commence à nous dire: «Ah, je sais pas ce qui se passe, il y a un souci dans le développement. Il a pas la forme qu'il devrait avoir», bon, alors elle elle le sent, moi aussi je le sens, mais en même temps, on est un peu dans le déni de ça, en fait, c'est-à-dire que, la société nous forme pas à cette idée-là, en fait. Cette idée bah, quand tu veux un enfant, tu l'as pas, en fait. Et du coup, tu te dis, bah, optimiste, en fait. Tu te dis: «Bah, non, ça va. Bon, bah, un coup ça va, un coup ça va pas. Bon, bah, il s'est trompé», toi, tu veux pas l'admettre, ça existe pas, en fait. En fait, c'est quelque chose qui existe pas. Voilà, l'idée de fausse couche, c'est un truc, ça s'inscrit pas dans ton éducation, ça s'inscrit pas dans l'éducation que la société t'apporte, dans ce qu'on t'a appris en sciences et vie, du coup, bah, tout va bien, en fait, enfin, c'est pas que tout va bien, mais c'est qu'au pire des cas, ça peut que aller. Soit ça va très bien et tout va très bien et c'est génial, soit, bah, si ça va pas bien, ça va quand même bien puisque c'est un truc qui existe pas, quoi. Tu sors de là, tu te dis: «Bon, c'est bizarre et tout, bon, OK, mais ça va. Bon, ça va», voilà. Et puis s'ensuit le rendez-vous de la semaine d'après, là, il nous dit: «Bon, bah, écoutez, bah, hyper froidement, il dit: «Bah, non, là, celui-là, ça va pas. Celui-là, il est pas viable», tu vois? Un truc, vraiment un truc de médecin, en fait. C'est des trucs mais bon, voilà, c'est eux, c'est leur réalité donc du coup, on peut pas, voilà, mais lui, il nous dit ça comme ça et donc moi, je lui en veux de ouf, quoi. Moi, je me dis: «Mais en fait, bah, non, tu peux pas nous le dire comme ça peut pas», tu vois? C'est voilà et donc du coup, bon, bah, tu sors de là, t'es pété en 2 tu vois? Tu sors, t'es rempli
de tristesse, tu sais pas comment tu sais pas comment le vivre, en fait. Tu sais pas si c'est de la tristesse, tu sais pas si c'est ouais, c'est du vide, quoi. C'est et puis lui qui t'annonce ça comme ça, tu te dis: «Bah, vas-y, tu envie de l'insulter presque, tu vois? Et puis après, bon, alors, tu t'en veux à toi, tu te dis: «Qu'est-ce que j'ai mal fait? Est-ce que j'ai fait un truc qu'il fallait pas?» Puis là, tu prends ça comme une douche froide, quoi. Du coup, ça sèche un peu, quoi. Ma première réaction, c'est quand même, ouais, de m'enfermer dans un certain mutisme. Et du coup, mon premier réflexe, c'est de me mettre à distance, en fait, d'ouvrir un gouffre entre nous 2. D'autant qu'effectivement, il a fallu réagir vite, parce que le problème, c'est que du coup, si tu veux pas que ça pose des problèmes plus graves, derrière, bon, bah, tout de suite, il faut avorter, voilà, encore une fois. Alors déjà, ça fait renaître le passé, ça rend les choses compliquées. Elle m'attendait et moi, j'ai pas été vraiment là dans un premier temps, mais parce que je lui en voulais aussi. Je lui en voulais de pas avoir réussi ça, d'avoir ce désir d'enfant et puis, bah, quand on décide d'y aller, que ça marche pas. Mais parce qu'en fait, on est dans cette éducation qui nous fait évoluer dans le déni de l'absence de réussite d'avoir un enfant, en fait. Mais autour de moi, mes amis, soit avaient aucune difficulté à avoir des enfants, soit on n'avait pas encore voulu et n'avaient pas encore été confrontés aux difficultés d'avoir des enfants. Parce que depuis, c'est quand même arrivé. T'as aucune éducation, aucune borne qui te dit: «Ah bah tiens, ça existe» et à ce moment-là, personne t'a expliqué que, bah, en fait non, ça représente 10-15 20 des désirs d'enfants aboutissent à une fausse couche et en fait, bah, tu commences à te renseigner, tu commences à lire sur le sujet, puis en fait, tu te rends compte que c'est hyper renseigné, voilà, aujourd'hui avec internet, de toute façon, il y a plein de gens qui ont écrit dessus, mais si tu cherches pas, tu tombes pas nécessairement dessus. La parole de la femme commence juste à se libérer aussi, sur ce genre de sujet, parce qu'il y a un vrai tabou sociétal sur, cet échec de l'enfant, quoi. Ça vient pas de moi, ça vient pas d'elle, ça vient pas de nous non plus, j'ai rien foiré, elle a rien foiré. En fait, bah, c'est comme ça, c'est qu'il y a une réalité physiologique derrière, et donc la nature, dans sa grandeur, a décidé que, bah, non, ce coup-ci, c'était pas bon, mais c'était peut-être pour ton bien. Et donc là, bah, on se retrouve derrière ça un peu, brinque-ballant parce que moi, j'ai pas été là dans un premier temps. Au début, tu sais pas, tu te retrouves un pas en arrière, un pas en avant, un pas en arrière et en même temps, bon, tu as vécu une expérience forte en commun et ça a pas brisé ton couple. En fait, tu te rends compte que tu l'aimes, en fait, et puis, bah, ça, c'est plus fort. Et donc, au fond, tu lui en veux pas vraiment. Et puis, en fait, bah, la réalité te rattrape, et puis, bah, elle est retombée enceinte, très peu de temps après, 4 mois après. Et puis, en plus, c'était une fille. Moi, j'avais j'avais un vrai désir d'avoir une fille. Ah, j'ai trouvé ça beau, j'ai trouvé ça fou, et puis, bah, t'oublies, quoi. Puis tu vas voir le gynéco, le même que tu détestais quand t'es sorti de chez lui là. Puis là, il nous dit c'est bon, donc bon bah voilà, t'as envie de le croire aussi, comme voilà, comme t'avais pas eu envie de le croire quand il t'avait dit non, bah là t'as envie de le croire et de te dire bon ok allez. Et il te dit tout va bien, donc tout va bien quoi. Et c'est beau quoi, c'est voilà, il en reste quelque chose qui est juste beau quoi. Et ça, avant de l'avoir vécu, le problème c'est que tu peux pas le savoir. Je pense l'avoir pris plus naturellement quand même que toi. Peut-être aussi parce que j'avais eu une conversation seule avec mon gynécologue, que j'avais aussi des amis autour de moi, Ouais, contrairement tu l'avais à déjà vécu, qui ouais, l'avaient effectivement, vécu. ce qui n'était pas Donc je mon l'ai cas. vécu comme plutôt quelque chose qui pouvait arriver. Je savais, parce que nous, en tant que femmes, on nous parle beaucoup de ces fameux 3 premiers mois. Et du coup, je savais, plus ou moins, qu'il y avait C'est possibilité ça, que, c'est sans le enfin, concrétiser. toi, tu l'idéalises forcément, en fait, ce moment-là de devenir parent
Et toi, ça peut pas t'arriver, en fait. Tu te dis, bon, bah non, moi, ça va, moi, je... Entre femmes, on se parle aussi beaucoup. J'idéalisais peut-être beaucoup moins quelque chose. Le terme fausse couche, quand il y en a une qui veut avoir un bébé, la première chose qu'elle dit, oh, j'espère ne pas faire une fausse couche. Donc c'est un mot qui était déjà plus dans mon vocabulaire que dans le tien, parce que c'est un Alors quotidien. oui et Je suis non, entourée de parce que, femmes. ma grand-mère, du côté de mon père, elle a fait 3 fausses couches. Mais simplement, c'est quelque chose que tu inscris dans une époque. Tu te dis, en 2020, c'est impossible qu'on réussisse pas à faire un enfant. Mais au final, qu'est-ce qui t'a aidé par rapport en effet à cette différenciation physiologique? Au final, c'est aussi l'empathie que tu as eue. Ah, mais bien sûr, bien sûr. Pour moi, j'ai le eu fait de comprendre les mots, beaucoup d'essayer. d'empathie et puis, beaucoup d'amour, de voir que ça te faisait souffrir, que je trouvais ça, voilà, moi je trouvais ça dur, que je découvrais cette réalité physiologique chez toi. Forcément, je voyais que ça te faisait souffrir, je voyais que c'était dur, je voyais que ça avait un impact au quotidien, etc. Et que je pouvais pas, moi, comprendre véritablement dans le profond de mon corps, mais que je pouvais comprendre par empathie et dans le profond de ma tête. Et que c'est ce que j'ai essayé de faire. C'est comme ça qu'on a réussi au final En à avancer, parlant en souvent, parlant, voilà, effectivement. et en se projetant après. Et C'est-à-dire aussi qu'à un en n'en moment, parlant pas, effectivement, et en se projetant. Et en le dépassant, en fait. En n'en parlant pas forcément, mais sans en parler, en étant d'accord sur l'après. c'est-à-dire que c'est un sujet qui a été un véritable sujet, qu'à partir du moment où on a décidé de se projeter, on a regardé devant et on n'a pas remis ça non plus au centre de nos conversations. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a eu la grossesse qui a suivi, on n'a pas tout de suite reparlé de la fausse couche, on a quand même continué de regarder devant, on s'est dit on verra, on y croit, et on n'a pas regardé derrière, on a regardé devant et ensemble. Retrouvez tous les épisodes d'Ex-Utéro sur toutes les plateformes d'écoute de podcast et sur le site l'essentiel en un seul mot.massif.fr.